Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence dont la thématique est la protection sociale du dirigeant d'entreprise. Celle-ci va durer 30 minutes et se poursuivra par 15 minutes de questions-réponses via le chat. Nous accueillons Karine Mansuy d'Acoris Mutuel qui va animer cette conférence et à qui je passe la parole. C'est à vous Karine. Bonjour, merci Isabelle et merci à la CCI de nous permettre d'animer ces conférences effectivement et notamment donc d'animer cet atelier sur la protection sociale du dirigeant. Le but pendant ces 30 minutes, c'est de vous donner déjà les grands principes des régimes de base, quel que soit d'ailleurs le choix du statut juridique lors de votre création d'entreprise. Devenir dirigeant, ça a forcément un impact sur votre protection sociale. Donc l'objectif, c'est de pouvoir savoir quel est cet impact, comment continuer de bénéficier de prestations sociales efficaces et adaptées à votre nouveau statut. Et puis, bien sûr, quel est le coût de cette protection sociale donc pour votre entreprise ou pour vous-même si vous êtes une entreprise individuelle. Alors, la protection sociale, effectivement, elle a quelques différences, même si elles sont aujourd'hui beaucoup moindres que par le passé, en fonction du choix de statut juridique, mais parfois aussi en fonction de sa position de gérant, par exemple, ou pas, ou des parts sociales qu'on peut avoir quand on a créé une société. Si vous regardez donc le tableau qui s'affiche à l'écran, vous voyez donc deux colonnes. Une colonne dans laquelle vous retrouvez des entreprises qui vont se trouver sur la protection sociale du travailleur non salarié. Et puis l'autre colonne plus à droite qui est la protection sociale dite des assimilés salariés qui du coup se rapproche fortement de la protection sociale des salariés à quelques différences près, notamment sur l'assurance chômage. Et puis on parle d'assimilés salariés aussi parce que on n'est pas tout à fait comme un salarié puisque le code du travail s'applique aux salariés mais pas à nous en tant que dirigeants et il n'y a pas de lien de subordination comme un salarié a vis-à-vis de ses employeurs. Donc on ne peut pas utiliser le terme complet de salarié mais seulement d'assimilés salariés. Donc cette protection sociale, vous voyez qu'il y a deux grandes familles en soi, hein, travailleurs non salariés, travailleurs salariés. Et dans travailleurs non salariés, il y a une particularité qui est le régime micro-entrepreneur, qui là aussi va générer des prestations et cotisations différentes du régime réel des travailleurs non salariés qui concerne toutes les autres formes juridiques. Donc, si on prend la SARL, par exemple, que je suis gérant majoritaire, donc j'ai la gérance et j'ai plus de 50% des parts, vous voyez que je me retrouve en tant que travailleur non salarié pour ma protection sociale. Par contre, si je suis un gérant de société à parts égales avec l'autre gérant ou que j'ai moins de parts, donc 49% par exemple, par rapport à l'autre gérant, eh bien ma protection sociale va être celle des assimilés salariés. Donc, pour cotiser, je vais me faire une fiche de paye qui me permettra de cotiser socialement comme finalement pratiquement quand j'étais salarié. Donc après, vous avez, en fonction de ce que vous imaginez pour votre création d'entreprise, eh bien chaque cas, et je pense que là, vous avez eu le temps de vous trouver dans une situation ou dans une autre, pour ceux qui savent déjà au jour d'aujourd'hui un petit peu sous quel statut juridique ils s'engageraient plus pour leur création d'entreprise. Alors, qui vont être vos interlocuteurs demain ? Et bien, en fait, c'est assez simple puisque toutes les cotisations sociales sont collectées par l'URSSAF. Qu'on soit salarié, donc assimilé salarié, mais qu'on soit aussi travailleur indépendant, c'est l'URSSAF qui centralise l'ensemble des cotisations sociales. Ces cotisations sociales, c'est trois grandes familles de prestations. La première famille, la famille assurance maladie. Quel que soit le choix de votre statut juridique, vous restez géré par l'assurance maladie avec votre compte sur amélie.fr, donc qui va vous permettre de continuer d'aller visualiser vos prestations en fait en ligne, donc directement depuis votre compte. Donc si vous ne l'avez pas créé au jour d'aujourd'hui, vous pouvez déjà le créer puisque vos identifiants et votre compte resteront exactement les mêmes demain quand vous aurez créé votre structure, votre entreprise. Deuxième grande famille, la famille des allocations familiales. Les travailleurs indépendants s'appuient sur la CAF, comme la caisse des salariés, pour le versement des prestations familiales et il n'y a aucune différence entre les prestations sociales d'un travailleur indépendant ou les prestations sociales d'un salarié. Donc, même garantie,
Même endroit pour le versement, en fait, hein, donc la CAF. Donc, zéro différence. Ce qui va faire que vous avez plus ou moins d'allocations, ben, c'est le revenu que vous allez déclarer. Et puis, troisième grande famille, c'est la retraite. Donc, vous avez d'ailleurs un site qui s'affiche, qui vous permet de retrouver l'ensemble, en créant votre compte, de vos droits retraite en France et quelles que soient les activités que vous avez pu exercer, que vous ayez été fonctionnaire, que vous ayez été salarié du privé, que vous ayez été, par exemple, aussi travailleur indépendant. Vous allez retrouver en fait toute votre retraite faite en France, la retraite de base et la retraite complémentaire sous ce site-là, l'assurance-retraite.fr. Alors là, en retraite, il y a deux grands principes. Il y a la retraite de base et la retraite en trimestre. Ce sont des retraites obligatoires pour lesquelles on n'a pas le choix, on cotise, soit depuis ses rémunérations ou revenus de dirigeants ou chiffre d'affaires de micro-entrepreneurs, soit depuis la fiche de paye d'un salarié ou d'un assimilé salarié. Ces deux retraites, comment elles sont constituées? La retraite de base, c'est la retraite dite par points. Cette retraite de base par points, c'est la même que vous soyez travailleur indépendant ou que vous soyez salarié. Ça veut dire que demain, si vous avez toujours été salarié du privé et que vous devenez travailleur indépendant, vous allez poursuivre le versement de ces cotisations de retraite de base. Donc, vous allez à la fin, finalement, cumuler l'ensemble des droits et n'avoir qu'une seule pension de versée au moment de la retraite qui liquidera l'ensemble des droits constitués sur cette retraite de base en trimestre, donc des salariés du privé et des travailleurs indépendants, puisque c'est la même. Et puis les retraites complémentaires sont des retraites qu'on appelle déjà des retraites par points. Donc chez les salariés, ça s'appelle le point ARCO, et s'ils ont été cadres, ils ont aussi eu des points AGIRC. Demain, si vous devenez travailleur non salarié, vous cotiserez plus en ARCO et en AGIRC, vous cotiserez dans une nouvelle retraite par points des travailleurs indépendants. Donc, in fine, au moment de prendre la retraite, vous pouvez avoir trois caisses en fait qui versent de la retraite. Une retraite de base qui va cumuler l'ensemble des droits acquis salariés et travailleurs indépendants. Une retraite complémentaire par points acquise si vous avez été salarié du privé, donc la retraite ARCO et voire de la retraite AGIRC. Et puis une retraite complémentaire par points issue de la sécurité sociale indépendant et donc là sur la casquette travailleur non salarié. Votre carte vitale, quel que soit aussi votre statut juridique, votre numéro de sécu, votre carte vitale et l'affiliation de vos ayants droit également à la sécurité sociale, donc ayant droit c'est moins de 18 ans, hein, les enfants moins de 18 ans, eh bien tous ces droits-là sont conservés. Par contre, il est toujours nécessaire de mettre à jour sa carte vitale pour la conserver dès qu'il y a changement de situation. Créer son entreprise, devenir travailleur non salarié est un changement de situation. Donc, vous conserverez bien votre carte vitale, mais il faudra aller la mettre à jour pour que les informations de votre nouveau régime soient bien enregistrées sur cette carte vitale. Mais ça sera vraiment la seule chose à faire pour conserver votre carte vitale. Les remboursements maladie, maternité. Alors, hormis ceux qui peut-être avaient un employeur en Alsace et en Moselle où il y a un droit particulier qui s'appelle le droit local Alsace-Moselle, vous êtes normalement affilié au régime général si vous avez été salarié du privé dans tous les autres départements, pas Moselle et pas l'Alsace. Demain, en devenant par exemple travailleur indépendant ou en créant votre SAS, SASU et en devenant un assimilé salarié, vous conservez exactement le même niveau de remboursement. Donc je rappelle que vous restez géré par la sécurité sociale et deuxième point, vous conservez exactement le même niveau de remboursement. C'est celui qui s'affiche dans la colonne bleue plus foncée, on va dire, hein. Alors des fois peut-être que vous redécouvrez les remboursements des régimes de base parce que c'est vrai qu'en ayant des mutuelles complémentaires, on ne se rend plus toujours tout à fait compte de ce que rembourse la sécurité sociale par rapport à la part mutuelle, puisqu'on est souvent déjà à minimum à 100%. Mais voyez que par exemple, une hospitalisation n'est pas systématiquement couverte à 100%, et ça, c'est un poste de dépense qui peut être vraiment important, puisqu'une journée d'hospitalisation coûte en moyenne 1 500 €. Donc là, vous imaginez le coût pour vous, si vous n'aviez pas de mutuelle, de devoir assumer 20% du coût d'une hospitalisation, même une seule journée. Mais si ça devait durer plus longtemps, une hospitalisation
indemnisation à 80% peut très bien durer jusqu'à 1 mois avant d'avoir le bénéfice de repasser à 100%. Donc ça, c'est plutôt le risque lourd du régime général. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le dentaire ou c'est pas l'optique, c'est le risque hospitalier qui peut vous coûter vraiment le plus cher. En arrêt de travail, la première question à se poser, c'est quelle est la base de revenus qui va être prise en compte pour calculer l'indemnité journalière qui me sera versée en arrêt de travail. Ça marche en pourcentage, quel que soit le régime. Donc là, en pourcentage d'une base qui doit être votre revenu. Mais en fonction de votre statut juridique ou du choix fiscal social que vous avez fait, notamment par exemple le choix de la micro-entreprise, eh bien la base de départ ne va pas forcément être la même. Si on prend tout en bas l'assimilé salarié en SAS et SASU par exemple, c'est le plus simple puisque là la base ça va être le salaire brut. Mais encore faut-il qu'il y ait un salaire parce que s'il n'y a pas de salaire, il ne peut pas y avoir d'indemnité journalière en invalidité, en incapacité de travail, pardon. Il ne peut pas non plus y avoir de rente en cas d'invalidité puisqu'il n'y a pas de base de salaire de verser. Donc ça, c'est un peu le risque aussi en SAS et SASU, c'est s'il n'y a pas de salaire, eh bien, il n'y a pas d'indemnisation en arrêt de travail. Alors tant que vous êtes à Pôle emploi et que vous êtes en maintien de droit, il y a des couvertures par ce maintien de droit. Mais une fois que le maintien de droit à Pôle emploi est terminé, s'il n'y a pas de versement de salaire en SAS et SASU, c'est le risque auquel vous vous exposez de cotiser pas pour l'arrêt de travail, l'invalidité, le décès et la retraite, et donc de n'avoir que les remboursements de base Sécu, c'est-à-dire le médecin, le pharmacien, pris en charge au régime général, mais tout le reste, vous êtes exposé complètement à un risque de revenus. Dans les autres cas du travailleur non salarié, pardon, on peut juste revenir sur la diapo d'avant, enfin les explications, voilà. Pour le travailleur non salarié, on a donc 3 cas. L'entreprise classique individuelle, elle va avoir comme base de revenus le bénéfice net, donc chiffre d'affaires moins charge égale bénéfice net. Si par contre c'est une société, là le dirigeant va s'octroyer une rémunération et c'est cette base de rémunération qui va servir de base pour le calcul des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Et si c'est un micro-entrepreneur, là cette fois c'est le chiffre d'affaires après abattement fiscal forfaitaire de charge, donc c'est un barème fiscal qu'on ne choisit pas en fait, qui est automatique, qui va s'appliquer pour calculer quel est le revenu fiscal forfaitaire d'un micro-entrepreneur. Et c'est ce que vous avez en vert au milieu du tableau. Donc, comment se calcule le revenu? Si par exemple, je fais de l'achat-revente comme un site internet, mon revenu sera égal à 29% de mon chiffre d'affaires. Donc, si je fais de la prestation de service, 50% de mon chiffre d'affaires. Et si je suis une profession libérale, on considérera que mon revenu est égal à 66% de mon chiffre d'affaires. Donc, il y a un calcul automatique de charge forfaitaire qui est fait par les impôts pour calculer quel est votre revenu. Et ce revenu-là, il va servir à calculer les indemnités journalières, l'invalidité, mais il va aussi permettre de calculer votre impôt revenu si vous n'êtes pas en prélèvement libératoire selon le barème de l'impôt classique revenu, mais aussi de calculer vos droits aux allocations familiales. Ils ne partent pas heureusement du chiffre d'affaires, mais de ce revenu forfaitaire d'activité. Alors, ça nous donne quoi en indemnisation? Donc, dans le tableau suivant, vous voyez qu'il y a 3 colonnes. La première colonne correspond aux personnes qui vont être au régime du réel, gérant majoritaire de SARL, entreprise individuelle, EURL, pour en citer les principales. Au milieu du tableau, vous avez le cas spécifique du micro-entrepreneur, qui est bien un travailleur non salarié, mais avec un régime spécifique micro-entrepreneur et qui a quelques différences dans le régime. Et puis la dernière colonne, c'est le président de SAS et de SASU, qu'on dit être le assimilé salarié. Donc, vous voyez qu'il y a une condition déjà pour avoir le droit d'être indemnisé, donc être affilié notamment 1 an dans le régime en micro ou au régime du réel. Cette condition-là, elle peut sauter si vous créez pendant votre maintien de droit à Pôle emploi, puisque quand vous êtes en maintien de droit à Pôle emploi, vous continuez finalement de verser des cotisations sociales et donc il n'y a pas de rupture entre les 2 systèmes et c'est ce qui va permettre de garantir et de maintenir un droit aux indemnités en cas d'arrêt de travail. Même chose chez le président de la SAS et SASU, vous découvrez que dans le régime des salariés, bien, on n'est pas non plus tout de suite éligible aux indemnités journalières. Il faut avoir au moins effectué 150 heures pour être éligible aux indemnités journalières.
Ensuite, tous les régimes ont des délais de carence. Chez les salariés, c'est 3 jours. Donc, les 3 premiers jours, on ne perçoit pas d'indemnité journalière. Chez le régime des indépendants, c'est de 3 à 7 jours. Le 7 jours s'applique uniquement pour des arrêts qui ne sont pas une hospitalisation ni un accident et qui ont une durée de moins de 7 jours. Donc, un rhume, une angine, des choses comme ça. Souvent, on a un arrêt inférieur à 7 jours. On n'est pas hospitalisé et ce n'est pas un accident. On a une franchise 7 jours, ça veut dire qu'en soi, on n'est pas indemnisé. La durée. Pour chacun, on a le droit à 360 indemnités journalières par période de 3 ans. Et si vous avez une affection de longue durée, donc ce critère-là ne se met pas en place. Et donc, on est bien indemnisé pour chaque arrêt lié à son affection de longue durée sans limitation. Le calcul, vous pouvez remarquer que quelle que soit la catégorie de statut juridique choisie, au mieux, vous ne percevrez que 50% de votre revenu. Donc, vous vous rappelez la diapo juste avant, comment on calcule le revenu. Ça veut dire que si je prends le cas du micro-entrepreneur, il est en prestation de service, il fait 10 000 € de chiffre d'affaires, son revenu c'est 5 000 et son indemnisation ne pourra être que de 50% de 5 000. Donc, vous voyez ce qui peut manquer et ce qu'il y a à reconstituer en mettant en place, comme les salariés ont, un contrat de prévoyance complémentaire qui garantit non pas que 50% de votre revenu, mais bien 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Donc ça, c'est des contrats qu'il faudra que vous alliez mettre en place, que dans votre entreprise avant, si vous étiez salarié, vous aviez automatiquement, puisque ça avait été négocié dans les conventions collectives, et les salariés en général sont couverts par un contrat de prévoyance complémentaire. Vous voyez aussi une particularité dans la catégorie micro-entrepreneur. Si au titre de 2020, le revenu calculé sur les 3 dernières années était inférieur à 3 982,80 €, c'est du revenu forfaitaire, pas du chiffre d'affaires, il n'y a pas d'indemnisation du tout. Donc un micro-entrepreneur peut se retrouver non indemnisé en cas d'arrêt de travail, non indemnisé au niveau de son revenu, pas du remboursement du médecin ou autre, mais de son revenu. Même chose chez notre président de SAS et SASU. S'il ne se rémunère pas et qu'il n'est plus à Pôle emploi avec un maintien de droit à Pôle emploi, eh bien pareil, là, il n'a aucune indemnité journalière de verser. Ça ne peut pas arriver dans la première colonne au régime du réel. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui nécessite toujours le versement de cotisations sociales minimales qui sont calculées sur un montant plancher et c'est ce montant plancher qui va permettre de calculer des droits sociaux minimum. Et donc là, s'il tombe en arrêt de travail, même si notre gérant de SARL ne se rémunère pas, il sera éligible au minimum aux 22,54 € d'indemnité journalière par jour. Et puis vous remarquez aussi que les 3 régimes ont une indemnité journalière maxi. Elle est même moins importante dans le régime des salariés par rapport au régime des travailleurs indépendants. Donc vous voyez qu'elle va jusqu'à 56,35 € par jour maximum et chez le régime des indépendants. Et je vous rappelle que ça représente 50% du revenu d'un indépendant, les 56,35 € au mieux, puisque ça peut aussi représenter moins que 50% de son revenu, tout dépend de son revenu. Et en cas d'invalidité ou en cas de décès, est-ce qu'il y a une protection également si je suis travailleur indépendant ou si je suis assimilé salarié? Eh bien oui, heureusement, les régimes de base prévoient aussi des indemnisations, mais même peine que tout à l'heure, même si je suis reconnu incapable d'exercer toute activité professionnelle, je ne pourrai percevoir au mieux que 50% de mon revenu avec un montant plancher maxi de 20 568 €. Donc, même chose, le contrat que vous devrez mettre en place avec un tiers, une compagnie, qui va garantir les 50% du revenu manquant tout à l'heure, va également se poursuivre pour couvrir les autres 50% manquants de la pension d'invalidité et vous permettre d'atteindre l'âge de liquidation de la pension vieillesse avec 100% de votre revenu. Et en cas de décès, les régimes de sécu prévoient des garanties qui vous couvrent, qui couvrent surtout vos proches, puisque vous voyez que le travailleur non salarié, il a une garantie décès à plus de 8 000 €, avec en plus par enfant à charge un complément de plus de 2 000 €. Et puis chez les assimilés salariés, là, la prime décès est beaucoup moins importante puisqu'elle tombe à 3 472 €. Mais en tout cas, il y a des garanties dans les 2 cas pour le décès, travailleur indépendant ou assimilé salarié. Pour la maternité et la paternité,
donc notamment pour le congé de maternité ou le congé de paternité, sur les 3 systèmes, à nouveau, travailleurs non salariés du régime réel, micro-entrepreneurs ou président de SAS et de SASU, il y a donc possibilité de prendre son congé de maternité ou son congé de paternité et d'avoir une indemnisation. À nouveau, vous voyez une condition de justifier de 10 mois d'affiliation pour avoir des droits. Cette condition-là aussi, elle est supprimée si vous créez pendant le maintien de droit à Pôle emploi. Toujours pareil, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption dans le versement de cotisation en fait quand vous créez l'entreprise. Comment ça fonctionne? Du côté travailleur non salarié, micro-entrepreneur, ça va fonctionner en forfaitaire. C'est-à-dire quel que soit le revenu ou le chiffre d'affaires, ce sera forfaitaire. Du côté du président de SAS et de SASU, ça va être proportionnel au revenu. Même chose, pas de fiche de paye, pas d'indemnisation d'un congé de maternité ou de paternité. Mais s'il y a une fiche de paye, vous voyez que l'indemnisation peut aller jusqu'à 89,03 € par jour pour un congé de maternité qui dure jusqu'à 112 jours et un congé de paternité qui dure entre 11 ou 18 jours. Du côté des travailleurs non salariés, comme c'est forfaitaire, là, effectivement, ce n'est pas le revenu ou le chiffre d'affaires qui va servir de base. Donc, l'indemnité au régime du réel va être de 56,35 € par jour. Je peux très bien être un gérant qui ne se rémunère pas et pour autant toucher mes 56,35 € par jour, enfin une gérante plutôt, mes 56,35 € par jour, parce que je vais verser des cotisations sociales au moins minimales. Si je suis micro-entrepreneur, attention, j'ai à nouveau la même condition de revenu qui est de 3 982,80 € par an. Si mon revenu pour l'année 2020 était inférieur à ce montant-là, eh bien mon indemnisation serait que de 10%. Tout à l'heure c'était 0, mais là c'est 10% des sommes. Et c'est pour ça que vous voyez marqué une indemnité par jour à 5,635 € ou une indemnisation à 56,35 €. C'est l'un ou c'est l'autre en fonction du revenu au moment où vous allez faire valoir vos droits au congé de maternité ou au congé de paternité. La durée du congé de maternité ou de paternité est équivalente au congé de maternité et de paternité des salariés. Donc on se retrouve à nouveau avec la durée de 112 jours en maternité ou 11 à 18 jours pour le congé de paternité. Et il y a dans le régime des indépendants un petit plus, on va dire, qui est l'allocation de repos maternel où là, vous voyez que dans le régime des assimilés salariés, ça n'existe pas, vous avez un nom. C'est quoi? En fait, c'est une allocation en plus, on va dire, du congé de maternité qui est versée pendant la grossesse pour la moitié et au moment de la naissance pour l'autre moitié. Donc, c'est versé en 2 fois. Pour le régime du réel, ça représente 3 428 € et pour le régime micro, ça peut être la totalité de la somme ou 10% à nouveau de la somme en fonction du revenu qui a été déclaré avant la maternité. Faisons un petit récapitulatif des régimes entre le régime des indépendants et le régime des assimilés salariés ligne à ligne. Ça vous permet de comparer les deux. Et peut-être de vous rassurer parce qu'on pense toujours que les salariés sont mieux couverts que les indépendants. Mais si vous reprenez la photographie des deux, vous voyez que des fois vous êtes gagnant, des fois vous êtes perdant, mais finalement ça se ressemble énormément. Et ce qui fait toute la différence chez un salarié et qui nous fait croire que le salarié finalement est beaucoup mieux couvert que le travailleur indépendant, c'est sa protection sociale complémentaire qui est organisée dans l'entreprise par le dirigeant. C'est souvent une obligation conventionnelle. Mettre en place une mutuelle dans l'entreprise, c'est une obligation légale de l'employeur. Mettre en place de la prévoyance complémentaire, eh bien, c'est négocié dans les conventions collectives et c'est aussi une obligation pour l'employeur. Mais effectivement, ça permet aux salariés, du coup, sans s'occuper de rien, eh bien, d'avoir des garanties revenus beaucoup plus importantes. Chez le travailleur indépendant, c'est un arbitrage. Donc, il ne le met pas en place, eh bien, il prend le risque soit de ne pas avoir du tout d'indemnisation, soit d'avoir au mieux que 50% de son revenu. Même chose en assimilé salarié en SAS, SASU, s'il ne met pas en place sa protection sociale complémentaire, là, il n'y a plus d'employeur, puisque l'employeur, c'est vous qui va le faire. Donc, c'est vraiment à vous de vous intéresser au sujet, de faire des devis et de regarder comment remettre en place une protection sociale équivalente au système que vous aviez quand vous étiez salarié. Donc, il faut venir nous consulter. Alors, les cotisations, on en parle aussi, pour maintenant qu'on a vu un petit peu les droits sociaux qu'on avait, en tout cas déjà pour la maladie, l'indemnité journalière, le congé de paternité et le congé de maternité.
Donc les cotisations, on retrouve à nouveau les 3 catégories, le travailleur non salarié, le micro-entrepreneur et l'assimilé salarié. Chez le travailleur non salarié, 2 cas de revenus de cotisation, soit la rémunération, le revenu net, c'est-à-dire le bénéfice, si c'est une entreprise notamment individuelle, et puis si c'est un gérant de société, c'est sa rémunération de gérant qui va servir de base pour le calcul des cotisations sociales. En moyenne, c'est un taux de 45% de charge d'une rémunération nette, c'est-à-dire nette de charge. Ce n'est pas du tout comme chez les salariés qui cotisent sur un revenu brut, donc sans déduire ses charges. Si la LACRE, ce dirigeant, ce qui en travailleur non salarié est le cas puisqu'il n'y a pas de condition, sauf s'il avait déjà eu LACRE par ailleurs, donc LACRE c'est une exonération partielle de charges, c'est ce que vous voyez marqué sur le tableau 3e ligne, ça va permettre pendant les 12 premiers mois d'activité que le taux de 45% soit abaissé à un taux de 16,7% pendant 12 mois. Alors, je ne peux pas en 30 minutes aller très loin sur les sujets, mais sachez quand même qu'il y a des conditions de ressources pour garantir cet ACRE, en fait. Si vous dépassez certains montants, effectivement, vous pourriez quand même, a posteriori, perdre le bénéfice de l'ACRE. Mais bon, les limites sont quand même assez loin. Normalement, tout le monde s'arrange pour que vous ayez ce bénéfice de l'ACRE les 12 premiers mois d'activité. Les dividendes aussi peuvent être soumises pour une part, en tout cas, aux cotisations sociales, mais ça, en général, l'expert comptable revient vers vous au moment où vous voulez sortir des dividendes pour calculer s'il y aura des charges ou pas dessus, et puis faire le point sur le versement. Vous voyez que sur le site de l'URSSAF, il y a un domaine, en fait, donc une adresse, un courriel, un site, pardon, dédié, en fait, pour faire les déclarations et les paiements, qui s'appelle net-entreprise.fr. En micro-entreprise, là, on n'est pas du tout sur le même schéma puisque tous les organismes vous demandent uniquement le chiffre d'affaires. Donc, ce chiffre d'affaires, c'est celui qui va être taxé en cotisation sociale. Donc, vous allez déclarer le chiffre d'affaires. En face, vous avez votre taux de cotisation et du coup, le calcul se fait en automatique avec un paiement tous les mois ou tous les trimestres. Donc, très simplement, je déclare 1000 et je cotise, mettons, fois 22% en prestation de service et je paye automatiquement ma cotisation sociale. Donc, c'est juste un tout petit calcul. Si vous êtes éligible à l'ACRE, et attention, là, il y a des conditions pour être éligible, mais si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi indemnisé, ça vous fera bénéficier de l'ACRE, sauf si vous l'aviez déjà eu il y a moins de 3 ans en arrière. Ça va permettre de minorer ce taux de cotisation sociale qui va être minoré de 50% pendant 12 mois, donc ce qui va vous permettre d'alléger le poids des cotisations sociales les 12 premiers mois d'activité de votre entreprise. Et là aussi, vous avez un domaine URSSAF dédié qui est auto-entrepreneur.ursaf.fr pour faire vos déclarations et vos paiements. Et puis, c'est aussi un site d'information sur lequel vous pouvez aller déjà vous connecter et regarder ce qui est mis à votre disposition comme information. Et l'assimilé salarié, bien là, ça ne va pas beaucoup changer de quand il était déjà salarié, s'il connaissait, si c'était déjà votre cas, puisqu'il va falloir donc établir une fiche de paye. De cette fiche de paye, on cotise sur la rémunération brute, on paye des charges sociales salariales qui représentent plus de 20% de la rémunération brute, et puis on va payer aussi des charges patronales qui représentent plus de 40% de la rémunération brute, donc total des deux, plus de 60% de charges salariales sur la rémunération brute. C'est à revenu égal, effectivement, le statut qui coûte le plus cher en charge. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais statut, hein, mais il faut savoir que à rémunération égale, si je me mets par exemple en SARL unipersonnel gérant majoritaire d'une société en travailleur non salarié, à même revenu par rapport à assimilé salarié en SS-CSU, je vais payer beaucoup plus de charges sociales. Pour des droits qui sont quasiment les mêmes, comme vous avez pu le voir, à part pour la retraite complémentaire qui est plus favorable dans le régime des assimilés salariés que dans le régime des travailleurs indépendants qui constituent sa retraite autrement, à titre privé, avec de la déduction fiscale possible. Donc là, je paye aussi sur l'URSSAF, mais là, c'est souvent un expert comptable qui va s'en charger parce que faire une fiche de paye, c'est pas simple. Précompter toutes les cotisations sociales sans se tromper, bah, c'est pas forcément simple. Donc, on confie souvent cette mission à un expert comptable, alors que dans les deux autres systèmes, bah, c'est plus facile puisqu'on déclare un revenu ou un chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires, bon, on a un calcul automatique immédiat des cotisations. Et quand on déclare un revenu au niveau du travailleur non salarié classique, eh bien c'est la caisse qui va calculer le poids des cotisations et envoyer l'échéancier un petit peu sous le modèle des impôts. C'est-à-dire que c'est pas à nous de faire le calcul, c'est l'URSSAF qui va générer en fait l'appel à cotisation, donc c'est beaucoup plus simple. En assimilé salarié, les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de social quand même sur les dividendes, puisqu'il y a un forfait social de 17,2. Ça ne vous revient pas en protection sociale directement, on pourra assimiler ça de la CGCRDS en quelque sorte, dire que c'est une taxe sociale, mais qui ne vous permet pas des droits sociaux supplémentaires, puisque ce n'est pas des cotisations sociales. Voilà. Donc, sur les régimes de base, j'en ai terminé. Et vous voyez bien qu'en fait, ces régimes, ils n'ont pas vocation à prendre en charge 100% des choses, en fait. Et donc, il va vous falloir apprendre à faire ce que votre employeur faisait pour vous avant, c'est mettre en place votre protection sociale supplémentaire, pour ne pas dire complémentaire, parce qu'il y a la retraite, par exemple, ça s'appelle la retraite complémentaire obligatoire et après, on ne sait plus de quoi on parle. Donc, remettre en place, en tout cas, une protection sociale efficace. Du coup, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et c'est vrai que quand on vous voit en rendez-vous individuel, eh bien, on va traiter toutes ces questions-là. Savoir déjà si vous êtes éligible à la complémentaire santé solidaire qui ferait l'économie d'acquisition d'une mutuelle. On va vous parler du 100% santé pour réajuster peut-être votre contrat de mutuelle et éviter de payer trop de cotisations en mutuelle. On va faire le point sur la portabilité, regardez jusqu'à quand vous pouvez en bénéficier et notamment pendant la création de votre entreprise, est-ce que vous allez rester éligible et comment? On va aussi traiter le sujet de votre mutuelle actuelle si vous êtes en contrat individuel actuellement, de regarder si c'est intéressant, si vous pouvez la conserver et si c'est intéressant fiscalement de la conserver puisqu'il y a des garanties qui sont destinées à des indépendants ou à des dirigeants des SAS et SASU qui permettent de faire de la défiscalisation. Donc on va regarder ce qui est le mieux pour vous. On va aussi traiter le sujet par exemple de regarder si vous êtes sur la mutuelle d'un conjoint. Et si ça reste une bonne idée ou pas, c'est-à-dire que si il y a une cotisation supplémentaire, pareil, est-ce qu'il y a une fiscalité intéressante ou pas? On va vous expliquer la loi Madelin qui permet pour un travailleur non salarié de déduire beaucoup de produits, la mutuelle, la prévoyance, mais aussi plein d'autres, quand il s'assure justement efficacement. La SAS et la SASU, on va vous apprendre à mettre en place vos contrats, mais aussi peut-être demain ceux de vos salariés, puisqu'en tant qu'employeur, les obligations que votre employeur avait avant de mettre en place une mutuelle obligatoire et une prévoyance obligatoire pour les salariés, va s'appliquer à vous. Et il vaut mieux le savoir tout de suite, parce que sinon, c'est sur vous que va peser la contrainte de rembourser une hospitalisation ou de verser un capital décès. Et puis, on fera le point sur la retraite. Alors, ce n'est pas le sujet immédiat au moment de votre création, mais c'est bien de s'y intéresser une fois que l'entreprise a pris son envol et que le chiffre d'affaires est au rendez-vous ou dans les 2 ans qui suivent pour traiter toute cette question-là et vous informer sur le sujet de la retraite. Donc voilà pour cette intervention. Donc sachez que vous pouvez me retrouver. Hein, en tout cas, il y a des bureaux d'Acoris Mutuel un petit peu partout, mais vous pouvez prendre contact directement par téléphone avec Sylvie Remy, qui est votre interlocuteur sur le territoire, qui s'occupe de la protection sociale des dirigeants et qui saura donc vous renseigner sur l'ensemble des choses à faire, à mettre en place, à vérifier, à contrôler. Vous réexpliquer tranquillement le régime de base aussi par rapport à votre choix de statut juridique. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous à la fin de cette interview si vous avez besoin de reposer des questions. Et puis, je vous propose maintenant qu'on traite les questions que vous avez peut-être posées entre-temps. Alors, merci Karine pour cette présentation. Effectivement, nous avons quelques questions. Donc, la première, dans le cas d'un travailleur non salarié, quelles sont les préconisations de contrat de prévoyance optionnelle complémentaire pour couvrir les risques incapacité à validité décès? En fait, la personne qui pose la question, elle y répond, elle a compris qu'en fait, il faut un contrat complémentaire qui couvre l'incapacité, l'invalidité et souvent ce contrat-là, incapacité-invalidité, il va vous proposer en automatique et en obligatoire du décès. Alors, ce n'est pas toujours
intéressant pour vous parce que vous pouvez l'avoir par ailleurs dans d'autres contrats, mais c'est vrai qu'ils sont souvent faits comme ça, incapacité, invalidité, décès. En fait, il faut regarder votre mutuelle si elle reste intéressante. Quand je dis intéressante, c'est intéressante fiscalement. Donc, on va déjà regarder ce sujet-là, voir comment vous étiez couvert jusqu'à maintenant et si c'est toujours intéressant dans votre nouveau statut de conserver ce contrat-là tel quel. Et puis après, effectivement, le sujet que vous n'avez plus et qui est urgent, c'est de couvrir la perte de revenus. Et donc là, il faut le remettre en place dès qu'on peut. Pourquoi? Parce que quand vous étiez salarié, vous étiez assuré par un contrat qui groupait un ensemble de salariés et qui évitait le questionnaire de santé. Alors que là, en vous inscrivant toute seule dans un contrat maintien de revenus en cas d'arrêt de travail et rente en cas d'invalidité, eh bien l'assureur va sortir un questionnaire médical. Et là, effectivement, si vous êtes en arrêt de travail, donc vous avez tardé à le mettre en place ou qu'il y a eu des soucis de santé, eh bien, il peut y avoir un risque de refus d'adhésion ou une exclusion de garantie ou une majoration de cotisation. Donc c'est un sujet important qu'il faut traiter rapidement, que vous ne maîtrisez pas toujours, vous ne savez pas ce que ça coûte, donc il ne faut pas hésiter à venir demander des devis pour que vous connaissiez ce sujet et que vous puissiez prendre des décisions. Merci Karine. Une seconde question. En créant mon entreprise et étant inscrite à Pôle emploi, puis-je être couverte par la portabilité de mutuelle de mon ancienne entreprise ou dois-je en souscrire une? Alors, si vous avez quitté votre entreprise dans laquelle vous aviez un contrat groupe obligatoire, vous allez effectivement bénéficier de cette portabilité jusqu'à 12 mois. Donc, en fait, la durée va dépendre de votre ancienneté. En gros, j'ai 6 mois d'ancienneté, j'ai 6 mois de portabilité, j'ai plus que 12 mois d'ancienneté, j'ai maximum 12 mois de portabilité. À la création, vous pourrez conserver votre contrat de portabilité si vous conservez le maintien de droit à Pôle emploi. En gros, ça s'arrêtera avec soit les 12 mois, soit la fin des droits à Pôle emploi. Donc avant ça, inutile de refaire une mutuelle puisque la portabilité, ça vous permet de rester dans le contrat et gratuitement. Alors, visiblement, la personne nous apporte une précision. Elle parle de mutuelle familiale. Oui, mais ça, en fait, toutes les personnes qui sont dans le contrat mutuel entreprise au moment où vous quittez l'entreprise restent dans le contrat. Vous ne pourrez plus en ajouter, mais elles restent comme vous gratuitement dans le contrat. Voilà, si vous l'aviez bien, et on est d'accord que pour avoir la portabilité, ce n'est pas quand on a fait une démission, hein. C'est tous les autres cas, sauf la démission. Très bien, merci Karine. Une question pratico-pratique. Où se fait la mise à jour de la carte vitale? Alors, ça peut être à la sécurité sociale, déjà, ça c'est le premier endroit, mais la plupart du temps, toutes les pharmacies sont équipées pour vous faire les mises à jour, donc ça c'est assez simple. Les laboratoires, en fait, les professionnels de santé, globalement, peuvent faire une mise à jour de votre carte vitale. Genre, demandez gentiment à la pharmacie, ils vous le font, hein. Alors, une autre question, quelle est la durée maximale légale du contrat de prévoyance dans le cadre de la portabilité? 12 mois. 12 mois, ça dépend de l'ancienneté, c'est ce que j'ai répondu, là c'était la même un peu question. Ça dépend de l'ancienneté et donc maxi 12 mois. Très bien, merci. Alors, nous attendons peut-être encore une ou deux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Non, visiblement. Eh bien, très bien. Voilà, il n'y a plus d'autres questions, visiblement. Donc, nous arrivons au terme de cette présentation. Nous mettrons très prochainement en ligne donc, cette présentation. Donc, vous pourrez la retrouver sur notre site internet du Salon Go de Nancy. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons à participer à notre prochaine et dernière info flash de la journée qui sera dédiée à l'obtention d'un microcrédit qui va commencer donc à 16h30. Voilà, il vous reste encore quelques minutes. Karine Mansuy, nous vous remercions pour votre intervention et je vous laisse le mot de la fin.
Eh ben, merci déjà à vous, CCI, pour ces interventions qui sont importantes pour les créateurs. Surtout, n'hésitez pas, hein, je vois beaucoup de créateurs qui craignent en fait ces contrats. C'est vrai que ça paraît toujours un petit peu compliqué de s'occuper des contrats d'assurance, mais pour autant, c'est un sujet très important et on peut jamais savoir à quel moment un problème peut survenir. Un accident, c'est pas parce qu'on a créé que ça peut pas nous arriver. Et voyez bien le risque que vous pouvez prendre pour votre famille, mais aussi pour la continuité de votre entreprise. Donc, n'ayez pas peur, franchissez la porte des agences pour aller chercher un, deux, maxi, trois devis. Voilà, que vous ayez en main de quoi pouvoir faire des choix. Voilà, et ben, je vous souhaite à tous, je vous remercie déjà, et puis je vous souhaite à tous une bonne création d'entreprise. En tout cas, on est là pour vous aider. Très bien, merci Karine et merci de l'attention que nos internautes nous auront portée pour cette conférence.